Psychologie de la communication. Introduction à la psychologie. Qu'est-ce que la psychologie? La psychologie est une étude scientifique des comportements et des processus mentaux influencés par les caractéristiques de l'environnement et l'état physique et mental du sujet. La pensée de critique est créative. La pensée critique est une pensée caractérisée par la capacité et la volonté de s'interroger sur la valeur de toute affirmation et de porter des jugements objectifs en s'appuyant sur des arguments fondés, ainsi que par la capacité de rejeter toute affirmation non étayée par des faits. La pensée critique est scientifique, car il y a toute une méthodologie derrière. On se pose des questions, on fait des recherches pour élaborer une théorie et on répond à nos questions. La pensée critique favorise la capacité d'être créatif et constructif, c'est-à-dire proposer diverses explications des événements, réfléchir aux implications des résultats de recherche et appliquer les nouvelles connaissances à un éventail de problèmes sociaux et personnels. Apprendre à penser de façon critique exige d'abord de respecter les règles de la logique, mais ensuite de se conformer à plusieurs autres principes. Voici les 8 principes. Poser des questions et réfléchir. Il s'agit de se poser des questions et de remettre les choses en question, ce qui mène à la détermination d'un problème. Généralement, on se pose des questions assez neutres pour laisser place à plus de possibilités dans la réponse. Deuxièmement, définir le problème. On détermine ce qui est en cause en termes clairs et concrets. Troisièmement, examiner les faits. Cela revient à accepter une conclusion non fondée sur des faits qui n'est pas une pensée critique. La pensée critique s'appuie sur des données empiriques. Ce sont alors des données recueillies au moyen d'observations rigoureuses, d'expériences ou de mesures. Quatrièmement, analyser les présuppositions et les croyances. On analyse pour comprendre ce qui a influencé les affirmations et les conclusions auxquelles sont fait face, comme les stéréotypes, les distorsions de la réalité, etc. Cinquièmement, éviter les raisonnements basés sur les émotions. Les émotions sont liées aux sentiments, aux croyances. Elles ne sont cependant pas partagées par tout le monde. Pour atteindre la vérité, il faut examiner de façon rationnelle des faits pertinents. Sixièmement, éviter de simplifier à l'extrême. La pensée critique ne s'arrête pas aux évidences, aux généralisations, aux stéréotypes et aux anecdotes. Il lui faut davantage de faits. Septièmement, formuler d'autres interprétations. Un esprit critique énonce des hypothèses constituant des explications plausibles de situations, de comportements ou d'événements. Il vise à trouver l'explication susceptible d'intégrer le plus grand nombre de données possibles et de comporter le moins de suppositions possibles. L'esprit ne rejette pas trop rapidement certaines explications. Il propose un certain nombre d'interprétations des faits avant de choisir celle qui lui paraît plausible. Et enfin, huitième principe, tolérer l'incertitude. Une des leçons de la vie est l'incertitude. Nos conclusions sont parfois provisoires par manque de données ou solides, mais finissent par être mises en question à cause des nouvelles données. L'esprit critique accepte l'incertitude et n'a pas peur de dire « je ne sais pas, je ne suis pas certain ». Les différents psychologues. Les activités professionnelles en psychologie se divisent en 2 catégories. Les chercheurs et enseignants. Il s'agit de la psychologie expérimentale. Ce sont surtout des chercheurs en psychologie. Ils étudient différentes problématiques et appliquent des résultats dans divers milieux et enseignent. En plus de l'enseignement, ils effectuent des travaux de recherche. Ceux-ci s'orientent selon 2 axes. La recherche fondamentale. Elle consiste à accroître les connaissances relatives à un problème donné. Ils font leurs recherches dans des universités, des centres de recherche, des FNRS. La recherche appliquée, il s'agit de résoudre des problèmes individuels ou sociaux en s'appuyant sur des connaissances fondamentales. Deuxième catégorie, les cliniciens. Psychologie clinique. Ce sont surtout des psychologues cliniciens et des psychologues conseils. Le psychologue clinicien fournit un service psychologique et intervient dans le domaine de la santé. Il cherche à comprendre et améliorer la santé physique et mentale des individus. Ils évaluent et traitent également les troubles et les différences d'ordre comportemental, physique
ou émotionnels. Ils sont formés pour les troubles profonds ou les légers mal-être. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, établissements psychiatriques, cliniques spécialisées, centres locaux, écoles et cabinets privés. Le titre de psychologue clinicien est bien réglementé. Celui-ci est agréé par la commission des psychologues. À ne pas confondre avec les psychanalystes, les psychiatres, les psychothérapeutes et les psychométriciens. En effet, le psychanalyste est un titre non protégé par la loi. Il s'agit d'une pratique non régie par des normes strictes, voire le cours sur la perspective psychodynamique. Les psychiatres, eux, sont des médecins spécialistes en psychiatrie, c'est-à-dire dans les troubles mentaux et affectifs. Ce sont les psychiatres qui traitent les personnes atteintes de troubles mentaux graves, en particulier ceux qui sont directement liés à des dysfonctionnements biologiques. Ils sont parfois formés à la psychanalyse. Cette pratique, elle, est protégée par la loi. Quant à la psychothérapie, elle est définie comme une forme de traitement des soins de santé mentale et non comme une profession de soins de santé spécifique nécessitant un agrément. Elle ne peut être exercée que par des personnes qui ont déjà un titre professionnel et qui remplissent une série de conditions. Il faut être détenteur d'une formation de 70 crédits et d'un agrément. En ce qui concerne la psychométrie, il s'agit d'une approche paramédicale globalisante, voire bachelier. Elle inclut les sciences de la motricité, de la psychologie, de la psychanalyse et de l'anthropologie. Les différentes orientations en psychologie. Les psychologues chercheurs. Ils ne travaillent pas dans un domaine particulier. Ce titre désigne leur approche expérimentale. Les neuropsychologues, attention, ce ne sont pas des logopèdes ni des orthophonistes, ils étudient l'influence des différentes structures du système nerveux sur le comportement, notamment sur le cerveau. Les psychophysiologistes, eux, étudient l'influence sur le comportement de diverses composantes corporelles, voire comment le corps réagit à certaines situations, par exemple avec un taux de glucose élevé. Les neuropsychologues et les psychophysiologistes se spécialisent dans l'étude des composantes biologiques qui sous-tendent au comportement. Également, les psychologues du développement. Ils étudient les changements physiques, affectifs, cognitifs et sociaux qui surviennent à tous les stades du développement, de la naissance à la mort. Les psychologues cliniciens et le psychologue conseil. Le psychologue clinicien évalue les personnes avec des troubles comportementaux et affectifs qui entravent sérieusement leur fonctionnement et leur bien-être. Il évalue l'état du client et décide du traitement. Le psychologue conseil, lui, a un travail semblable, mais dans des cas moins graves. Les psychologues en milieu scolaire ou orthopédagogues. Il y a deux branches dans la psychologie du monde scolaire. Le psychologue scolaire est un peu comme le psychologue conseil. Il s'adresse aux élèves, professeurs et parents d'élèves dans le cas de difficultés temporaires reliées à l'environnement scolaire. Le psychopédagogue, lui, se penche sur l'ensemble du processus éducationnel dans le but d'améliorer les apprentissages. Les psychologues industriels et organisationnels, DRH. Ils étudient l'environnement de travail sous tous ses aspects, comme la prise de décision ou la structure organisationnelle, et proposent des interventions pour augmenter la productivité et diminuer l'absentéisme. Les psychologues de la personnalité. Ils cherchent à déterminer les facteurs qui influent sur la constance et les changements de comportement humain au fil du temps. Les psychométriciens. Ils se spécialisent dans la mise au point, l'administration et l'analyse de tests psychologiques dans le but d'évaluer la personnalité, l'intelligence, par le QI, et de nombreux types de comportements, l'orientation professionnelle par exemple. Ils travaillent aussi dans l'élaboration de nouvelles techniques d'analyse statistique. Les psychologues sociaux, eux, étudient comment la présence des autres influe sur nos pensées, nos émotions, nos attitudes, notre comportement. Ils s'intéressent à tout type de comportements sociaux comme les préjugés, l'attirance. La recherche scientifique en psychologie.
La recherche scientifique, c'est l'art de se poser des questions avec méthode. La méthode est la suivante. 1. Le scepticisme. C'est la remise en question, le doute de toute conclusion récente ou ancienne. On veut une preuve de ce qui est avancé, par des données empiriques. C'est une manière de revoir nos conceptions de tous les jours. Il faut rester ouvert d'esprit concernant les idées et les faits nouveaux. 2. La précision. On se pose une question sur un problème théorique ou pratique. Formulation d'une hypothèse. L'hypothèse est un énoncé qui vise à prédire un ensemble de phénomènes. Une hypothèse scientifique précise les relations entre deux ou plusieurs variables et doit être soumise au processus de vérification empirique. Au départ, cette hypothèse est assez générale. Ensuite, on la reformule avec des termes précis, les plus précis possibles. L'hypothèse doit donc être réfutable. Le cadre théorique est un système de suppositions et de principes organisés visant à expliquer. Le cadre théorique est un système de suppositions et de principes organisés visant à expliquer certains phénomènes et leurs interrelations. Ce cadre est important. Il permet d'orienter la réflexion sur le phénomène étudié et de faire des prédictions et d'en vérifier l'exactitude à l'aide des méthodes scientifiques. 3. La validation empirique. La validation d'une hypothèse ne peut être accordée que si elle est prouvée par des faits, par des données empiriques. Par exemple, l'autisme est l'inconscient maternel. On aime son enfant, mais inconsciemment on le rejette. Étude basée sur 3 cas. Cela a fait des ravages auprès des mamans. 4. Une dimension publique. Les démarches scientifiques doivent être publiques, c'est-à-dire accessibles à la communauté scientifique. Lors de la publication d'une recherche, le chercheur doit préciser la source de ses idées, la façon dont il les a vérifiées et les résultats qu'il a obtenus. Il doit fournir sur tous les aspects de l'information claire et détaillée pour permettre à ses collègues de reprendre ou bien de reproduire ses études et d'en analyser les résultats. Tout article, avant d'être publié, doit être validé par la communauté scientifique qui est perçue comme un jury. La démarche scientifique. Avant tout, il doit formuler clairement le problème dans sa recherche. Un problème de recherche est une question pour laquelle il n'existe pas actuellement de réponse claire, satisfaisante et définitive. Expérience de Stanley Milgram. Cette expérience consistait à voir jusqu'où une personne est capable d'aller quand on lui ordonne de faire une action qui fait du mal à autrui. Durant cette expérience, un testeur venait tester quelqu'un sur la mémorisation des mots. Dès que la personne se trompait, on lui infligeait une décharge électrique. En réalité, ce n'était pas la personne testée qui l'était, mais le testeur. Milgram voulait voir jusqu'où les gens, sous ordre d'autrui, étaient capables d'aller. Cette expérience a été faite dans un contexte post-nazisme et a montré que sous une figure d'autorité, les gens pouvaient faire des choses horribles. Les étapes de la recherche. 1. Le contexte théorique du problème de recherche. Il faut formuler un problème de recherche et une hypothèse ou une question de recherche. Le chercheur doit lire les travaux essentiels sur sa recherche, rédiger la problématique et la définition des principaux concepts, la présentation des résultats ainsi que la formulation d'une question ou d'une hypothèse. Il faut alors mêler scepticisme et précision. Pour l'expérience de Milgram, il s'agissait de lire sur le concept d'obéissance, d'autorité et de contrôle social. 2. La méthode. Il faut déterminer la méthode en fonction de la nature du problème. Voire 3. Méthode des recherches en psychologie. Il faut aussi déterminer les outils de mesure et procéder à la collecte des données. Confrontation, hypothèse, fait, vérification empirique. Élaborer un outil de mesure pour des variables déterminées précisément. Pour l'expérience Milgram,
il s'agissait de reproduire en laboratoire une situation de soumission à l'autorité. 3. L'analyse des données. Il faut analyser et évaluer les données recueillies. Il faut donc faire une analyse statistique des données, précision et rigueur. L'opération Milgram, faire ressortir que la majorité des sujets ont administré une décharge électrique jusqu'à la fin. 4. L'interprétation des résultats. C'est l'interprétation et la publication des résultats. Il faut donc vérifier si l'hypothèse est confirmée ou infirmée et publier un article ou un livre pour présenter les résultats. Précision et dimension publique. Pour l'expérience Milgram, il s'agissait de conclure que certaines personnes acceptent de poser un geste grave quand l'autorité est grande. 3. Les méthodes de recherche en psychologie. La recherche descriptive, plus et moins. C'est un type de recherche qui permet d'observer et de décrire les comportements, mais qui n'en fournit pas une explication causale. L'observation systématique du comportement. C'est une méthode selon laquelle le chercheur observe et enregistre méticuleusement et systématiquement le comportement sans intervenir pour que le sujet observé agisse de manière totalement habituelle. La situation peut s'observer dans la réalité, mais on ne provoque pas les événements. On n'est donc pas dans une relation de causalité ou en laboratoire, c'est-à-dire dans un environnement recréé de toutes pièces. L'observation en laboratoire permet au chercheur de maîtriser davantage la situation. Il peut l'utiliser en équipement perfectionné. Dans un contexte d'un laboratoire aménagé, une réactivité des sujets peut être observée. Il s'agit d'une réaction provoquée par le contexte de l'observation. Le chercheur s'arrange alors pour que le sujet ait le moins conscience possible d'être observé. Cette méthode a pour but de prédire le comportement d'une personne. L'étude de cas. Il s'agit d'une méthode qui consiste à décrire de façon détaillée une personne faisant l'objet d'une recherche scientifique ou d'un traitement dans le cadre d'une thérapie. Il s'agit d'étudier le cas d'un patient qui pourrait être hautement informatif. L'enquête. Il s'agit d'une méthode de recherche qui consiste à interroger les gens sur des aspects d'eux-mêmes qui sont en mesure de décrire, comme un sondage par exemple. Les outils. La grille d'observation, outil de recherche scientifique qui permet de consigner les comportements observés, liste d'indicateurs pour quantifier un comportement. Le test psychologique, qui est un outil de recherche permettant de mesurer et d'évaluer les traits de personnalité, les états émotionnels, l'intelligence, les intérêts, les habiletés et les valeurs. Il y a des tests psychologiques valides et fidèles. Le test psychologique valide qualifie une recherche ou un test qui mesure ce qui est censé être mesuré. Ces résultats sont reproductibles. Dans le cas d'un test psychologique fidèle, il s'agit de qualifier un test qui donne des résultats constants, quel que soit l'endroit ou le moment où il est administré. Ces résultats sont constants dans le temps et dans l'espace. Le QI, par exemple, est fidèle et valide. Le test de Rorschach, projeter son inconscient dans des taches d'encre, est peu fidèle. La recherche corrélationnelle, plus et moins. C'est un type de méthode qui permet de mesurer le degré de dépendance d'association, donc d'une corrélation, entre deux variables, x et y. Il existe 3 types de corrélation, positive, négative, nulle. Les variables corrélationnelles, x ou y, sont des caractéristiques du comportement ou de l'expérience de la personne qui varient naturellement et qui peuvent être décrites et mesurées sur une échelle numérique. Corrélation positive. Là, les valeurs faibles et les valeurs élevées d'une variable correspondent respectivement à des valeurs faibles et à des valeurs élevées de l'autre variable. Corrélation négative. Les valeurs élevées d'une variable correspondent à des valeurs faibles de l'autre variable et vice-versa.
Dans le cadre d'une corrélation nulle, il n'y a pas d'association entre les deux variables. Un coefficient de corrélation, niveau d'association, varie entre +1, corrélation positive parfaite, et -1, corrélation négative parfaite. Attention au sens de l'interprétation. Il faut se méfier parfois. Il y a plus de variables qui peuvent expliquer un fait et parfois deux variables ont une corrélation mais n'ont en réalité aucun rapport l'une avec l'autre. Il y a ce qu'on appelle des variables contaminantes, intermédiaires ou parasites. Ce sont des variables qui ne font pas partie du plan de recherche mais qui peuvent exercer une forte influence sur des variables étudiées. Elles sont donc à prendre en compte. La recherche expérimentale. C'est une méthode qui rend possible la mise à l'épreuve d'une hypothèse dans des conditions données, au cours de laquelle le chercheur manipule les caractéristiques d'une variable pour déterminer l'influence qu'elle exerce sur une autre variable. Cette méthode cherche à déterminer les causes d'un comportement. Dans cette méthode, donc, l'expérimentateur contrôle les conditions de l'expérimentation. Il peut modifier les facteurs qui influeront sur le comportement. En manipulant des variables indépendantes, on a une variable qui est manipulée ou provoquée par l'expérimentateur et qui constitue la cause présumée de la variable dépendante. Cette variable ne dépend de rien. En mesurant leurs effets sur d'autres variables, qui sont elles dépendantes, la variable qui est mesurée par l'expérimentateur peut être modifiée par l'influence de la variable indépendante. Cette variable dépend donc d'autres variables. En contrôlant un maximum de variables parasites, variables qui viennent perturber les autres variables, le groupe condition-contrôle témoin. Dans une expérience, c'est le groupe de référence où les sujets ne sont pas soumis à la variable indépendante. Il s'agit du groupe de référence pour nos variables, une sorte de degré zéro du traitement. La répartition des sujets doit se faire de manière aléatoire pour que les deux groupes de l'étude soient similaires. L'influence de l'expérimentateur. Les attentes de l'expérimentateur peuvent avoir une influence sur les résultats qu'il mesure et sur le comportement des sujets testés. On appelle ce type d'étude étude en simple aveugle. L'expérimentateur et le groupe testé ont des attentes. L'essai en double aveugle est un test où la personne testée et le testeur ne savent pas dans quelles conditions ils sont, à quel groupe le sujet appartient. Plusieurs avantages et inconvénients pour toutes ces méthodes citées. L'étude de cas. Cette méthode est une bonne source d'hypothèses. Elle fournit de l'information détaillée sur des individus. Les cas exceptionnels servent à clarifier des situations ou des problèmes qu'on ne peut étudier autrement pour des raisons d'ordre éthique ou pratique. L'inconvénient de l'étude du cas est que l'individu étudié n'est pas nécessairement représentatif ou typique. Il est difficile de déterminer la meilleure interprétation subjective. L'observation systématique en milieu naturel a pour avantage que cette méthode permet la description du comportement tel qu'il se produit en milieu naturel. Elle s'avère souvent utile au cours des premières étapes d'un programme de recherche. Toutefois, le chercheur n'a aucun contrôle, ou très peu, sur la situation étudiée. Les observations peuvent être biaisées. Cette méthode ne permet donc pas de tirer des conclusions solides sur les relations de cause à effet. L'observation systématique en laboratoire. Cette méthode a pour avantage de permettre d'exercer un plus grand contrôle que l'observation systématique en milieu naturel. Elle permet l'utilisation de matériel perfectionné. Toutefois, le chercheur n'exerce qu'un contrôle limité sur la situation étudiée. Les observations peuvent être biaisées. Employée seule, cette méthode ne peut permettre de tirer de conclusions solides sur les relations de cause à effet. On l'utilise souvent pour confirmer des résultats expérimentaux. Le comportement en laboratoire n'est pas nécessairement identique au comportement en milieu individuel. Le comportement en laboratoire n'est pas nécessairement identique au comportement en milieu naturel. En ce qui concerne l'enquête,
Cette méthode fournit des quantités importantes d'informations sur un grand nombre de personnes, ce qui est un avantage. Toutefois, si l'échantillon est non représentatif ou biaisé, il est impossible de généraliser des résultats. Cette méthode soulève le problème de désirabilité sociale. Il peut exister un écart entre les intentions exprimées et les comportements réels. La recherche corrélationnelle. Cette méthode montre s'il existe une relation entre deux ou plusieurs variables. Elle permet donc de faire des prédictions générales. Cette méthode ne permet toutefois pas de déterminer les relations de cause à effet. Elle peut même suggérer de fausses pistes. La recherche expérimentale. Cette méthode permet de déterminer les causes et les effets. Toutefois, elle peut suggérer de fausses pistes et la situation étudiée est souvent artificielle. Il est donc parfois difficile de généraliser et d'étendre les résultats à des situations réelles. L'influence de l'expérimentateur sur les résultats est parfois difficile à éviter. 4. Termes importants. Statistiques descriptives. On mesure des effets, on étudie les données, c'est objectif. Statistiques inférentielles. On observe un phénomène et on évalue la part du hasard des résultats. Peer reviewing. Il s'agit de la relecture de notre travail par des pairs. P-A-I-R-E-S. La perspective psychodynamique. 1. L'approche dynamique de la psychologie. La psychologie dynamique est la compréhension de la dynamique de la vie intérieure, de la psyché, ce qui est nécessaire pour comprendre ce qui nous anime, nos souffrances, nos tensions. On s'intéresse à la personne elle-même, à son côté subjectif. Elle se base beaucoup sur l'enfance, la répression, les conflits internes, la symbolique, l'inconscient, les peurs et les angoisses. Les théories psychanalytiques ont 5 choses en commun. Premièrement, elles accordent une importance à la dynamique intrapsychique et inconsciente, soit l'action des forces psychiques dont l'individu n'a pas connaissance. Deuxièmement, elles supposent que les comportements et les difficultés de l'adulte sont essentiellement déterminés par les expériences vécues dans la petite enfance. Troisièmement, elle pense que le développement psychologique se fait sur plusieurs stades bien définis, au cours desquels des événements mentaux prévisibles ont lieu et des problèmes inconscients ou des crises doivent être résolus. Quatrièmement, les théories psychanalytiques accordent de l'attention à l'imaginaire et à la signification du symbolique des événements tels qu'ils sont perçus par l'inconscient, soit la réalité psychique d'une personne, en tant que source principale de motivation du comportement. Cinquièmement, elles ont plutôt recours à des méthodes subjectives plutôt qu'objectives pour accéder à la réalité intérieure des personnes. Analyse des rêves, des mythes, du folklore, des symboles, mais surtout des révélations de la personne au cours de la thérapie. 2. La psychanalyse freudienne. Selon Freud, ce sont pulsions agressives et sexuelles qui guident notre comportement. Sous leur forme primitive, celles-ci représentent une menace pour nous. Nous les chassons alors de notre conscience pour les reléguer au plus profond de notre inconscience. Mais celles-ci, négatives ou non, vont influencer notre comportement. Elles refont surface sous plein de formes que l'on peut analyser dans les rêves, les plaisanteries, l'art, les mythes et l'imagination. Lapsus. Le fait d'employer par erreur un mot à la place d'un autre, c'est une pulsion inconsciente qui se révèle de manière involontaire. Freud élabore la théorie de la personnalité et la méthode de la psychothérapie en mettant l'accent sur les motifs des conflits inconscients. Petit a, structure de la personnalité. Intrapsychique, ce qui est relatif aux différents éléments psychiques. Ça, moi, sur moi. Le ça. Le ça existe déjà à la naissance. C'est le réservoir de toutes les énergies psychiques. Il est important de laisser ces énergies s'échapper
sinon elles sont déviées. Il est imperméable à la réalité objective. Il ne subit donc pas l'influence du milieu ni celle de la culture et n'est modifié par aucun apprentissage. Ce système fonctionne selon le principe de plaisir. Il cherche à diminuer la tension, à éviter la douleur et à procurer du plaisir. Selon Freud, la tension est ressentie comme quelque chose de désagréable et le relâchement de la tension comme un plaisir. Le ça confond le fantasme avec la réalité et il pousse à réagir de manière impulsive. Il recherche la satisfaction immédiate. Dans le ça résident des pulsions. Une pulsion désigne une poussée qui prend sa source dans une excitation corporelle, une tension, et qui fait tendre l'organisme vers un but. Il en existe deux sortes. Les pulsions de mort, pulsions agressives qui tendent vers un comportement négatif. Les pulsions de vie, pulsions sexuelles alimentées par la libido. Il s'agit d'une énergie psychique qui alimente le ça. Ces pulsions sexuelles tendent vers un comportement généralement positif. Le moi. Le moi est capable de pensée rationnelle et réaliste et peut distinguer très nettement le monde des fantasmes du monde réel. Le moi fonctionne avec le principe de réalité. Il cherche des exutoires pour les énergies pulsionnelles tout en tenant compte des contraintes du monde réel. Il contrôle les actions de l'individu et met un frein aux pulsions du ça. Volonté de l'immédiat, jusqu'à ce qu'un objet réellement approprié se présente. Le moi distingue nettement le fantasme de la réalité. Le moi joue le rôle de médiateur entre le ça et la réalité, ou entre le ça et le surmoi. Le ça s'oppose donc à la réalité et le ça s'oppose donc au surmoi.